deviendrait conservatrice. C'est une évidence pour beaucoup de responsables politiques, d'intellectuels et de journalistes, et les résultats électoraux, y compris les plus récents, semblent leur donner raison. Et pourtant, les citoyens français sont devenus beaucoup plus ouverts et progressistes qu'il n'y paraît. Face à cette situation paradoxale, Vincent Tibry analyse comment offres politiques et citoyens divers. Il pointe l'importance de la manière dont on parle des inégalités sociales et des questions de société en haut, qui vont à rebours des préoccupations des en bas. Il met en avant la grande démission citoyenne face aux partis et face aux candidats. Avec le silence électoral grandissant, les voix des urnes sont de moins en moins représentatives. La droitisation par en bas est un mythe, mais cela va-t-il suffire face à la montée des votes pour l'extrême droite? Cette tension entre citoyens et électeurs pourrait bien avoir de lourdes conséquences sur les équilibres politiques et l'avenir des Français. Vivons-nous dans une ère conservatrice? Tout au long du XXe siècle, sont mis en place puis renforcés un État-providence à la française, des mécanismes de redistribution et de protection des plus faibles relativement efficaces, des services publics de l'éducation, du primaire ou supérieur, ou de la santé, qui restent largement plus performants que ceux de bien d'autres pays. Dans le même temps, les droits et libertés des femmes ont été peu à peu reconnus puis acceptés et renforcés, tout comme ceux et celles des minorités sexuelles. De même, la lutte contre les préjugés racistes, homophobes ou sexistes a semblé porter ses fruits, particulièrement dans les années 1990 et depuis. Longtemps, en sciences politiques notamment, on pouvait penser qu'une fois ce mouvement enclenché, il n'y avait pas de retour en arrière possible et même, qu'il ne pouvait que s'amplifier. Et pourtant, on parle aujourd'hui de cultural backlash, Englehart, Norris, 2016, de retour de bâton. Nous serions allés trop loin. Parmi les citoyens, de plus en plus de voix appelleraient à une pause, voire un retour aux valeurs d'hier. On l'entend sur l'école avec la question de l'autorité, et de l'uniforme, sur les rôles de genre, sur le refus du multiculturalisme. Ce discours s'accompagne aussi d'une dimension économique, la dette ne serait plus soutenable, les services publics seraient trop coûteux et inefficaces, les prestations sociales seraient trop généreuses et les salaires trop élevés. Il faudrait libérer les énergies entrepreneuriales, y compris face aux normes environnementales. En un mot, le climat politique de l'après-2022 semble imprégné d'un conservatisme d'atmosphère, tant du point de vue économique que culturel. Ce conservatisme d'atmosphère a ses voix, Matonti, 2021, qui plaide en s'appuyant sur le bon sens, leur ancrage sur le terrain face à des élites réputées déconnectées. On les entendait auparavant, mais depuis une décennie, elles s'expriment plus souvent et retiennent davantage l'attention. Ce conservatisme d'atmosphère a ses relais médiatiques, certains présents depuis longtemps dans le paysage, d'autres qui se sont imposés plus récemment. Ce conservatisme d'atmosphère a aussi ses militants et ses organisations. On pense à la Manif pour tous, comme mouvement précurseur et matrice de nouveaux engagements pour toute une génération de militants et militantes. Raison du Closiu, 2014, Della Suda, 2022, mais aussi au collectif des parents vigilants, qui tentent de faire valoir des positions au sein de l'éducation nationale, à l'instar de des Mômes pour Liberty et Tatsuniel, ou aux mouvements plus informels qui ont pu s'opposer au centre d'accueil des migrants à Saint-Brevin ou Calac, à la tenue des concerts de Bilal Hassani ou des premières Drag Queen Story Hour proposées en France. Enfin, ce conservatisme d'atmosphère a ses relais partisans avec le Rassemblement national, Reconquête et désormais une partie non négligeable des Républicains. Mais la vraie nouveauté est que ces acteurs intellectuels, médiatiques, sociaux et politiques semblent bien rencontrer un écho de plus en plus important parmi les citoyens. En cela, il y aurait bel et bien une droitisation de la vie politique et de la société française, à la fois évidente, Rouban, 2022, et inéluctable. Cette droitisation serait avant tout un mouvement, entre un avant plus ouvert et favorable à la redistribution, et maintenant où reviennent en force des valeurs plus traditionnelles et le libéralisme économique. Ce mouvement,
on le constaterait en bas chez les citoyens d'abord, mais aussi en haut dans les champs médiatiques et politiques. Désormais, le Rassemblement national s'est installé comme l'opposition majeure et se positionne pour prendre bientôt le pouvoir. Marine Le Pen s'est qualifiée à 2 reprises pour le second tour en 2017 et en 2022. Lors de cette élection, elle a atteint 41,5% des voix exprimées, soit 13 millions de bulletins. Jordan Bardella est arrivé en tête des élections européennes de 2019 et 2024. Aux législatives qui ont suivi, le RN et ses alliés ont obtenu 33% des voix et même s'il n'a pas obtenu la majorité absolue qu'il souhaitait, le RN compte désormais près de 125 sièges. On peut y ajouter à chaque fois les scores de reconquête. Face au RN, la gauche, même unie, résistait mais elle reste minoritaire. Signe de cette faiblesse, l'année 2023. Elle aurait été marquée par une mobilisation sociale contre la réforme des retraites, exceptionnelle par sa durée et son ampleur. Pendant l'hiver et le printemps, les questions d'inégalité sociale et de genre, de redistribution, voire de modèle de société et de rapport au travail, auront été au centre des débats. Autant de sujets qui auraient dû dynamiser les partis et les organisations de gauche. Pourtant, la NUP n'a pas semblé profiter de ce climat, bien au contraire. Le RN semble s'être sorti en meilleure posture de cet épisode alors même que ses propositions sur les retraites et le système de protection sociale restent peu connues ou ambiguës, à dessein peut-être. D'ailleurs, on l'a vu commencer à reculer sur des promesses sociales pendant les législatives sans que cela lui nuise électoralement. La droitisation en France paraît d'autant plus évidente qu'elle se retrouve ailleurs. De ce point de vue, l'Hexagone n'est pas ou plus une exception. L'élection de Donald Trump a été l'un des signaux d'alarme les plus retentissants. Outsider politique régulièrement brocardé, il a pourtant battu au printemps de 2016 des leaders expérimentés du Parti républicain. Sa victoire, minoritaire, a surpris aux États-Unis et en Europe, mais le plus frappant a été sa capacité à rester en selle, après ses mensonges, sa conduite erratique des affaires publiques et du Covid, après sa défaite de 2020, loin d'être infamante, après son incitation à la prise du Capitole de janvier 2021. Il y a l'homme, mais il y a surtout ses positions, son nationalisme, America First, son rejet des droits des minorités sexuelles et ethniques, ses diatribes anti-immigration, sa vision conservatrice de la place des femmes. 4 ans après sa défaite, nombre de lecteurs américains lui font encore confiance. Il n'y a pas que Trump, Jair Bolsonaro a remporté l'élection présidentielle brésilienne de 2018, alors même que sa carrière politique pourtant longue n'avait pas décollé auparavant. Son programme est très proche de celui de son modèle américain, favorable aux intérêts du triple B, Baal, Bible et Bœuf, et des églises évangélistes, climato-sceptiques, nationalistes, défavorables aux minorités, aux peuples indigènes, au multiculturalisme, au libéralisme culturel. L'élection présidentielle suivante a été perdue mais moins largement que l'attendu et Brasilia a connu lors du processus de transition des scènes qui rappellent celle de Washington. De nouveau, si le bolsonarisme électoral est resté aussi fort, malgré un bilan gouvernemental et sanitaire mitigé, c'est qu'il a trouvé son public et qu'il répondait à des demandes citoyennes. L'Europe n'est pas épargnée, bien au contraire. Dans les années 1980, le Front National était vu comme une exception. Pour la plupart des politistes européens qui s'intéressaient aux mutations de l'offre politique, parmi lesquels on trouvait Ronald Englehart, les partis d'avenir auraient dû être les écologistes, Flanagan, Englehart, 1984. Ce n'est que dans les années 1990 qu'on commence à parler de « Silent Counter-Revolution », Pietro Ignasi, 1992, parce que le mouvement de Jean-Marie Le Pen s'est installé, mais surtout parce qu'il n'est plus seul. On compte le Vlaams-Belang en Belgique, la Liga Nord et le MSI en Italie. Depuis, ces partis considérés à l'origine hors système, rejetés par les autres acteurs politiques, se sont rapprochés du pouvoir et certains ayant accédé, comme partenaires et même comme leaders de coalitions gouvernementales. Giorgia Meloni a d'abord participé à un gouvernement de coalition dirigé par Silvio Berlusconi avant de devenir présidente du Conseil italien en 2023. Elle s'est notamment fait connaître pour sa volonté de défendre les rôles de genre traditionnels, l'héritage chrétien, européen, mais aussi un rejet de redistribution et de l'immigration.
Tous semblent touchés par cette dynamique de l'extrême droite. C'est le cas de l'Allemagne avec une alternative für Deutschland qui a dépassé les sociodémocrates et les écologistes avec 15,9% des suffrages aux européennes de 2024. C'est aussi le cas des États égalitaires scandinaves avec le Parti des vrais Finlandais, les Républicains suédois ou le Parti du peuple danois. On pouvait penser que les pays des anciennes dictatures militaires de l'Europe méditerranéenne étaient immunisés. Pourtant, Vox en Espagne, Obdoré en Grèce et Chega au Portugal sont désormais des partis qui comptent. Serait-ce que la France ne fait que suivre le tempo conservateur de nombre d'autres pays européens? Malgré tous ces éléments, que nombre de mes interlocuteurs et collègues me rappellent avec insistance, je conteste qu'il y ait droitisation générale, et surtout, qu'il y ait droitisation, par en bas, c'est-à-dire chez les citoyens. C'est pour moi la pièce centrale du puzzle. La droitisation dans la parole médiatique et dans la vie politique existe, mais elle est loin de refléter ce qui se passe dans la société française. Le RN a pu obtenir un nombre conséquent de votes et la gauche pesait à peine un tiers des suffrages, mais ces équilibres électoraux ne reflètent pas nécessairement les évolutions et les demandes de la société française. Dans les élections, certains restent silencieux, presque un tiers lors des législatives de 2024, et d'autres sont contraints de faire des choix en privilégiant certaines de leurs préférences sur d'autres. Les citoyens sont donc obligés d'en rabattre pour devenir des électeurs. Autrement dit, c'est par les luttes pour l'agenda politique, les sujets dont on parle et ceux qu'on évite, et par la manière dont on en parle, les cadrages, sur la scène politique et médiatique, que la droitisation s'impose. La manière dont on explique un événement, par exemple, un fait divers comme une rixe entre jeunes ou comme une guerre de civilisation, en arrive à masquer la réalité. Cela crédibilise les acteurs porteurs de cette manière de penser et cela aboutit même à ce que les acteurs qui devraient s'y opposer l'acceptent finalement. Cette manière de raconter la société, ses demandes, ses attentes, pourrait même déboucher sur des prédictions autoréalisatrices, c'est-à-dire est-ce que des victoires électorales se construisent à contre-courant des citoyens. Aux dernières législatives, le RN a ainsi joué à domicile, et la campagne a été bien trop courte pour que émergent d'autres débats sur les inégalités sociales, la redistribution, les impôts, autant de sujets qui l'auraient contraint de se déplacer à l'extérieur. C'est là un paradoxe, et les conditions qui y ont amené sont particulièrement intéressantes d'un point de vue scientifique, mais aussi politique et citoyen. Comment en arrive-t-on là? L'explication n'est pas simple, et permet d'éviter le simplisme. Elle oblige à interroger la façon dont on mesure les préférences des citoyens, et amène notamment à interroger les transformations qui ont affecté l'industrie des sondages d'opinion. Elle demande d'examiner les mutations du système médiatique français et des combats politiques et intellectuels qui se déroulent pour imposer certains enjeux plutôt que d'autres, certaines manières de faire sens de ces enjeux plutôt que d'autres. Elle ne pourra pas faire l'économie de réfléchir aux évolutions des citoyens eux-mêmes, que ce soit dans les catégories populaires ou dans les nouvelles générations, en particulier sur le rapport au vote et à l'offre politique. À mesure qu'on progressera dans l'explication, on verra que ce paradoxe interroge la manière dont les acteurs politiques conçoivent leur rôle, notamment face à des citoyens qui ne sont plus de simples électeurs. Je postule que la droitisation est simplement une réalité, par en haut, et un mythe, par en bas. J'utilise le mot « mythe » dans son sens le plus actuel et commun, une illusion. Elle pèse sur les candidats et les partis, certains changent d'agenda, hésitent à défendre leurs convictions, quand d'autres en sont convaincus par idéologie et par le réseau sur le terrain ou sur Internet. La droitisation décourage certains citoyens qui se détournent des urnes ou portent leurs efforts vers des manières différentes de participer, alors que d'autres sont galvanisés et se voient désormais comme la majorité de moins en moins silencieuse ou le « pays réel ». Les résultats de 2024 ne peuvent que les conforter de ce point de vue. D'ailleurs, certains considèrent qu'on leur a volé la victoire aux législatives, comme d'autres aux États-Unis en 2020. La droitisation conduit certains commentateurs et journalistes à ne percevoir la société française qu'à travers des prismes qui la réduisent, la simplifient et la déforment. La droitisation en France prend des airs de réalité et pourtant, elle est loin de la couvrir complètement. Pour comprendre cet apparent paradoxe d'un mythe et d'une réalité, nous allons dérouler plusieurs chapitres.
C'est en cumulant les apports de chacun d'eux qu'on peut comprendre la nature de ce paradoxe et ce qu'il implique pour le pays. La droitisation comme mythe et comme réalité interroge directement la nature de notre démocratie et des élus, de cette démocratie représentative qui ne représente pas ou moins bien son propre peuple, malgré sa diversité et ses évolutions. Nous sommes déjà dans une situation où les partis et les candidats continuent d'animer la scène politique alors même que la salle se vide. Et les élus peuvent en définitive agir, faire des choix à rebours des valeurs et des demandes des citoyens. Vincent Thibert est professeur en sociologie politique à Sciences Po Bordeaux et chercheur au Centre Émile Durkheim depuis 2015. Entre 2002 et 2015, il a été chargé de recherche FNSP à Sciences Po Paris, d'abord au CEVIPOF puis au Centre d'études européennes. Il a récemment fait paraître au PUF citoyen et parti après 2022. Éloignement, fragmentation, en codirection, 2024, extinction de vote. Codirigé avec Tristan Haute, La vie des idées, 2022, et Les citoyens qui viennent, 2017. Spécialiste des comportements électoraux et politiques, il fait partie de l'équipe de recherche qui travaille au baromètre de racisme de la Commission nationale consultative des droits de l'homme et a notamment élaboré l'indice longitudinal de tolérance, ILT.